Ouais. Bonjour, Monsieur Blondiot. Merci vraiment beaucoup de cet encouragement, hein. Pour nous présenter, nous sommes quelques éco-citoyens qui rédigeons un petit journal, un web journal Lortie. On se situe juste en dessous de Vienne, donc entre Bièvre et Rhône, c'est notre territoire, où on essaye de faire ici ce qu'on aimerait que les gens fassent aussi ailleurs. Voilà, hein, on fait notre boulot où on est sur les questions émissions de CO2, biodiversité, gestion des déchets, D'accord. avec l'objectif de rassembler largement. C'est-à-dire qu'on se dégage des mouvements écologistes, on se dégage de la politique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ces mouvements d'alliance et qui vont chercher de l'opposition. On veut faire du politique, c'est-à-dire mettre le problème au centre de la table et en débattre avec qui voudra. Hein, D'accord. voilà notre objectif. Je vous laisse vous présenter, puis ensuite je vous poserai des questions. Alors moi, je m'appelle Loïc Blondiot, donc je suis enseignant-chercheur en sciences politiques. J'enseigne la science politique à la Sorbonne et je suis chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, également de l'Université Paris 1. Et je travaille depuis 20-25 ans sur les transformations des démocraties contemporaines et en particulier sur ce qu'on appelle la démocratie participative. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et donc l'auteur de plusieurs ouvrages et d'articles, hein, que je Voilà. connais bien. Alors, vous, Voilà, et puis deux choses peut-être aussi pour vos lecteurs. Je suis membre de la Commission nationale du débat public, qui est une instance voilà, qui anime des débats sur des très grands projets d'infrastructure. Et j'ai été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, oui, qui a été une expérience un peu structurante en matière d'innovation démocratique. Voilà. d'accord. Bon, écoutez, on va profiter de votre présence donc, pour faire de l'éducation populaire, hein, c'est-à-dire que vous nous parliez des démocraties d'abord, hein. Vous avez dit les démocraties et non pas la démocratie, alors qu'on a Voilà, tendance dans notre pays à dire la démocratie, point. bien sûr, bien Alors, vous sûr. pouvez nous dire un petit peu quelque chose là sur Alors, les démocraties? sur deux aspects, la justification du pluriel, elle peut s'expliquer pour deux raisons. D'abord parce il y a pas un seul idéal démocratique, il y en a plusieurs, ou on peut dire qu'il y a un idéal démocratique qui a plusieurs dimensions. Et je pense qu'il y a au moins trois dimensions qui doivent être distinguées, même si elles doivent être recherchées en même temps, mais distinguées d'un point de vue analytique. La première dimension, c'est celle de l'autogouvernement du peuple, c'est-à-dire du gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, c'est-à-dire cette dimension qui exige que les citoyens puissent être à l'origine finalement du pouvoir dans nos sociétés, ce qu'on appelle la souveraineté du peuple. La deuxième dimension, c'est la dimension libérale de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie comme état de droit, c'est-à-dire comme gouvernement dans lequel un certain nombre de libertés individuelles et collectives sont respectées, dans lequel aussi les pouvoirs sont séparés et ces principes-là qui doivent être atteints conditionnent l'exercice du pouvoir par l'ensemble du peuple et pas simplement par une majorité. Puis la troisième dimension, c'est une dimension sociale. La démocratie, c'est aussi une forme de société, des formes de vie dans lesquelles les citoyens s'organisent, se traitent les uns et les autres comme des égaux, s'écoutent, agissent, prennent des responsabilités, etc. La démocratie, c'est une expérience. C'est pas simplement une règle ou un ensemble de règles. Ça doit s'actualiser dans des pratiques. Ça, c'est important. Et puis, deuxième remarque sur les démocraties. Quand je parle des démocraties, je parle de ce qu'on appelle les démocraties libérales, mais il y a des formats différents. La démocratie illibérale, les démocraties illibérales sont des régimes dans lesquels finalement le pouvoir vient du peuple par l'élection, Hein. mais dans lesquels la remise en cause des libertés est telle que ça interdit qu'on puisse véritablement parler de démocratie. Autrefois, on parlait aussi des démocraties populaires, hein, bon, mais voilà, il n'y a pas une démocratie et en fait, si on regarde à travers le monde, il y a des modèles et une forme de continuum sur lesquels on peut éventuellement placer les régimes.
en fonction de leur plus ou moins grand éloignement de l'idéal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il est évident que sur ce continuum, la France n'est pas parmi les mieux placées, alors même qu'elle se pense comme un État achevé Oui, de la démocratie. oui. Et on est 34e, je crois, sur la liste Ouais. des, Dans les classements, il y en a des plein. classements. Il y a Ouais, plein de la liberté de classements la qui, presse. voilà, absolument. Il y a notamment le classement de l'Université de Göteborg qui utilise près de 300 critères différents. Et dans ce classement, la France est en deuxième division, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs divisions, mais ça n'est pas une démocratie considérée comme achevée. Oui, Non, non, oui. il y a plein de classements. Elle est pas exemplaire, hein, Non, du en tout. tout cas. Alors, notre démocratie est une démocratie représentative, ce qui, Oui, pour certains, est un oxymore. oui, Elle l'est depuis 1789 et elle l'est oui. volontairement. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu des choses là-dessus? Bien sûr. Alors oui, on prend pour définition de la démocratie celle de ses inventeurs, c'est-à-dire les Grecs, hein, et notamment dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, nous ne sommes pas en démocratie, puisque l'idéal démocratique originel exige que les citoyens soient directement à l'origine des décisions qui les concernent. Donc, la démocratie authentique, en quelque sorte, c'est la démocratie directe. La démocratie représentative, c'est une forme de pouvoir ou de gouvernement qui a été inventée à un moment très précis de notre histoire, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, et je le redis toujours, par des acteurs qui détestaient la démocratie athénienne et qui ne voulaient en aucun cas que les citoyens aient le pouvoir. Et donc, ils ont inventé une sorte de mixte entre la démocratie et l'aristocratie, qu'on a fini par appeler au XIXe siècle démocratie représentative, mais qui fait en sorte que, à l'origine, du gouvernement, il y ait le peuple, puisque c'est le peuple qui désigne des représentants, qui vont gouverner à sa place et qui vont gouverner en son nom, mais qui vont gouverner sans lui. Et ça, c'est un point capital. Et en fait, ils étaient parfaitement conscients qu'il fallait que le gouvernement reste l'affaire de quelques-uns, c'est-à-dire d'une oligarchie ou d'une aristocratie qui se démarque du reste du peuple par sa supériorité intellectuelle et morale. Donc, en fait, dire ça, dire que ce que nous appelons démocratie représentative, c'est un régime qui a été inventé par des adversaires de la démocratie, Ouais. c'est en rappeler les limites du point de vue politique. C'est rappeler que, en fait, ce sont des institutions qui se défient du peuple et qui essaye finalement de réduire sa participation à son expression la plus simple, c'est-à-dire, alors ça n'est pas sans importance, notez-le bien, on n'est pas du tout dans un régime autoritaire, ça n'est pas sans importance de pouvoir de désigner les gouvernants ou de pouvoir les chasser s'ils ne vous conviennent pas lors de l'élection suivante. C'est même quelque chose d'essentiel. C'est pour ça qu'il y a une composante démocratique dans notre système. Mais pour des raisons qui sont moins des raisons techniques. Ce ne sont pas des raisons techniques qui expliquent ça. Et ça, mon collègue Bernard Manin l'a très bien montré dans son très grand livre intitulé Principes du gouvernement représentatif, sont pour des raisons politiques. C'est Ouais. parce que le peuple n'était pas jugé capable et parce qu'on considérait, des gens comme CIS ou comme les fédéralistes américains, on considérait que ce serait dangereux de lui donner le pouvoir. Voilà. Notamment parce que la première chose que feraient les indigents, c'est Voilà. prendre la fortune des riches. Et on est Absolument. d'accord que c'est sur cette question de la propriété. Et, Absolument, c'est la clé de tout, oui, c'est qu'effectivement, on a un lieu commun de la pensée politique qui relie Aristote. Hein. Aristote était ambivalent par rapport à la démocratie. Platon était hostile, mais Aristote était ambivalent, qui relie Aristote aux hommes du XVIIIe siècle et par certains aspects aussi aux hommes du XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est l'idée que donner le pouvoir aux pauvres, c'est risquer de remettre en cause l'ordre social
sociale, oui, parce que et la propriété, hein, tout simplement parce que les pauvres, d'un certain point de vue, pourraient se saisir des armes que leur donne ce pouvoir politique pour changer les règles du jeu. Donc voilà, c'est l'idée que le pilier principal de la démocratie, ce sont les catégories moyennes, les classes moyennes et les catégories supérieures. À l'inverse, notez un point, alors peut-être que ça n'intéressera pas vos lecteurs et on peut pas, vous pouvez ne pas tout reprendre dans l'interview, mais notez que, comment dire, Aristote, mais Machiavel aussi, se défiait des classes supérieures aussi. C'est-à-dire que les classes supérieures, les catégories supérieures étaient jugées trop avides et trop cupides oui. pour qu'on leur confie le pouvoir, parce que, voilà, ce que dit Machiavel très bien, c'est-à-dire qu'il est de la nature des puissants d'en vouloir toujours plus, Ouais, et donc d'opprimer et d'écraser les plus faibles. ouais. D'accord. Voilà. Alors, sur cette question des indigents, je repense, moi, à la phrase de Macron, Ouais, de ces gens qui ne sont rien. ouais, On lui est tombé dessus alors que je trouve qu'il posait un diagnostic implacable sur la situation et qui méritait de servir de base à toute réflexion, de dire effectivement, monsieur, vous avez raison, il y a une immense partie de la population qui n'est rien, c'est-à-dire qu'ils ne décident de rien, personne ne les écoute et on doit partir de là, on doit faire des assises de la démocratie à partir de là. Et moi, je me demande finalement si en France, il y a autant de gens que ça qui désirent une véritable démocratie. ouais. Alors, c'est votre question. C'est une question importante, donc c'est une question absolument centrale. D'abord, un petit commentaire de votre remarque, bon, avec laquelle je ne suis pas complètement en accord. C'est-à-dire que je pense que là, c'est quelque chose qui a échappé. Ce n'était pas le début d'une prise de conscience d'un Oui, état de la société chez Macron. Ça lui a échappé, cette idée du rien. Et ça nous rappelle à Sieyès, hein, qu'est-ce que le tiers état rien, qu'a-t-il été jusqu'à présent? Rien. Qu'aspire-t-il à devenir? Vous vous souvenez les trois premières phrases de son opuscule sur qu'est-ce que le tiers-État? Qu'aspire-t-il à devenir? Tout. Hein. Voilà, je le rappelle en substance, il faudrait regarder, mais il y a quelque chose de fort derrière cette idée du rien. Non, ce que vous dites pose la question absolument fondamentale de la demande sociale de démocratie, de la demande sociale de participation. Est-ce que les citoyens, au final, souhaitent euh, prendre le pouvoir ou en tout cas y participer? Alors c'est l'objet d'une controverse très importante dans la littérature scientifique sur la participation. Il y a une thèse qui est défendue par certains chercheurs américains qui consiste à dire non, ce que veulent les gouvernés, c'est que les gouvernants fassent bien leur boulot, qui ne soient pas trop corrompus et qui soient efficaces. Et bon, et il me semble que cette hypothèse est devenue de plus en plus fragile. Elle est devenue de plus en plus fragile pour plusieurs raisons. Parce que quand on regarde comment les citoyens se mobilisent et pourquoi ils se mobilisent souvent à l'échelle locale parce qu'ils n'ont pas été consultés sur tel ou tel équipement, sur tel ou tel projet qui vient un petit peu changer leur environnement. Et il est probable, même s'il n'est jamais sûr, qu'ils ne se mobiliseraient pas de la même manière si on les avait associés à la construction de la décision. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, il y a des courants de plus en plus nombreux de la population qui font de la participation, de leur participation ou de la participation des citoyens au processus des décisions une condition de la résolution de certains problèmes. Je prends deux exemples. Si vous regardez les mouvements de jeunes contre le climat, les mouvements de jeunes contre le climat nous disent c'est parce que la démocratie représentative est sous l'emprise des milieux économiques et financiers qu'elle ne prend pas les bonnes décisions. Et donc, il faut associer les citoyens au pouvoir de décision. Que nous disent les Gilets jaunes? Ils nous disent que c'est parce que les représentants actuels ne représentent plus de manière équitable l'ensemble égal l'ensemble des citoyens, parce qu'ils agissent dans leur intérêt ou dans l'intérêt des plus riches,
que les inégalités augmentent et que bon. Donc là, on retrouve quelque chose comme un questionnement fondamental de la distribution du pouvoir dans notre société, et j'y vois une demande de démocratie. Les mouvements de jeunes pour le climat demandaient des assemblées citoyennes, les gilets jaunes demandaient le RIC. Il y a une demande de démocratie, me semble-t-il. Alors, pas permanente. Les citoyens ne veulent pas faire le job des gouvernants, mais ils veulent, d'un certain point de vue, qu'on les associe quand même aux décisions qui les concernent. Ça, c'est une demande. Et troisième remarque, c'est une demande qui vient en particulier des plus jeunes dans la population. En fait, la démocratie représentative, elle a reposé essentiellement sur deux éléments, deux attitudes de la part des citoyens. Une attitude de déférence, de loyauté, c'est-à-dire qui consiste à dire, bon, bah, j'ai délégué mon pouvoir donc du coup, parce que voilà, je considère que je ne suis pas légitime à intervenir, et les gouvernants bah, doivent le faire à ma place. Cette attitude de déférence ou de loyauté vis-à-vis des institutions, elle a complètement disparu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne considère plus que les représentants soient plus qualifiés ou soient plus légitimes que soi à prendre des décisions qui me concernent directement. Hein, il y a un vrai problème avec la représentation. Et la deuxième attitude, alors elle subsiste et qui est évidemment un problème. C'est une attitude de passivité vis-à-vis du pouvoir qui est liée à un raisonnement ou à une mentalité de consommateur. En fait, ce que les démocraties représentatives ont construit, en même temps que le système économique et le libéral hein, et capitaliste, c'est de dire, bon, en fait, les citoyens, l'essentiel, c'est qu'ils consomment, c'est qu'ils travaillent, c'est qu'ils produisent, et moins ils s'intéresseront à la politique, et plus et mieux le système fonctionnera. C'est-à-dire, ils ont construit finalement de la distance à l'égard de la participation, à l'égard des affaires publiques. Ils ont aussi introduit l'idée qu'en fait, chacun s'en sortirait seul. En fait, ils ont construit une société d'individus, hein, d'individus relativement atomisés, et ils ont réussi à persuader que les citoyens, que l'action collective, finalement, avait peu de chances d'être efficace, hein, et que le bonheur aussi n'était pas dans la citoyenneté hein, ou dans la participation aux affaires publiques, mais que le bonheur était dans la satisfaction de ses désirs individuels et dans la consommation. Donc voilà. Donc, alors, autant cette deuxième attitude reste relativement répandue, et il y a beaucoup de citoyens qui se comportent comme consommateurs vis-à-vis de la vie politique, tout comme ils ont endossé les habits du consommateur, et puis ils n'ont pas le temps non plus, hein, parce que les activités de consommation et les activités de travail leur prennent beaucoup de temps. Autant il me semble que la première attitude qui est requise des citoyens dans la démocratie représentative, c'est-à-dire que l'attitude de déférence, l'attitude, elle est en voie de disparition. Elle subsiste dans les catégories les plus âgées, qui, heureusement pour les gouvernants, votent le plus aujourd'hui, mais elle n'est plus du tout présente chez les jeunes. Ouais. Je suis très long, mais... Excusez-moi, Éric Sadin parle d'isolement collectif. Hein, ouais, Éric Sadin, d'accord. Voilà, oui, d'accord. Bon, isolement collectif pour décrire hein, cette façon dans laquelle nous sommes tous. D'atomisation, voilà, effectivement, qui est recherché, de mon point de vue, qui est recherché, alors évidemment par les GAFAM, qui est recherché par plein d'acteurs dans nos sociétés, c'est-à-dire, finalement, ça, c'est toute la réflexion. Alors, pour le coup, c'est toute la réflexion qui a été introduite, je pense, par deux sociologues, Dardot et Laval,
Oui, dans leur livre sur la nouvelle raison du monde. C'est-à-dire, on a été invité et on a fini par être entrepreneurs de nous-mêmes, hein, beaucoup plus que comme des acteurs capables de s'organiser, de s'inscrire dans des collectifs. Donc, ce processus d'individualisation de la société. Et puis, il y a quelqu'un de très important qui a écrit des choses décisives là-dessus. Euh, c'est Robert Castel, il y a quelques oui, années, en montrant que la fin de la société salariale, notamment, et de l'individualisation des nouvelles formes de travail, a beaucoup contribué à tout ça. Et puis l'incertitude qu'elle crée aussi et qui condamne finalement à ne se préoccuper que de soi-même. oui. Moi, il me semble, alors c'est Roland Gori qui dit des choses ici comme ça, hein, qu'on est dans une relation de prestataire de service. Mhm. C'est-à-dire que les gens considèrent les élus comme des prestataires de service Absolument, qui eux-mêmes absolument, se absolument, comportent comme des prestataires de service et on a absolument, perdu le sens du commun, à tel point que quand on absolument, demande aux gens qu'est-ce qui est un commun, même les absolument. militants ont beaucoup de mal Je suis d'accord, à je suis répondre à d'accord. cette question et peut-être qu'un des enjeux, c'est de recréer du commun. Si on ne se crée pas Absolument. de commun, il n'y a pas de raison de se réunir. Hein. Absolument. Ah, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense, fondamentale, toute la réflexion actuelle sur le commun. Oui, Le commun dans sa dimension économique, mais aussi dans sa dimension environnementale et dans sa dimension politique. voilà. Parce que qui dit commun dit gouvernance commune, donc responsabilisation de chacun et implication de chacun dans la gouvernance de ces communs, ou en tout cas des modes de gestion des communs qui sont de nature inclusive. Et ça va vraiment dans le sens de la participation, tout à Ouais, fait. tout à fait. Alors la représentativité, elle repose sur des arguments, hein, même des postulats. Euh, Ouais, un des postulats qui dirait que le peuple, par définition, est sensible à l'émotion, à ouais, la passion, ouais. etc. Et c'est-à-dire, moi, dans mon analyse, il me semble que la littérature a fait beaucoup de mal parce que c'est très intéressant de montrer toujours une foule Bien comme sûr, un personnage inquiétant, bien comme la sûr, tornade. Et on a bien sûr, beaucoup associé le nombre à la bien foule, sûr, à la meute. bien Aujourd'hui, sûr, bien sûr, dès que bien les 10 sûr, personnes parlent ensemble, on appelle ça une meute. bien sûr, Et du bien coup, il y a sûr, une disqualification bien systématique sûr, de la bien sûr, population. Hein. bien sûr. Mais est-ce que ça résiste à l'analyse? Est-ce que le peuple est à ce Ah, ah, point passionné, déraisonnable, stupide, ah, ah, emporté par le ah, ah, premier qui parle? Est-ce ah, vrai? ah. Que C'est dit la intéressant parce que bon, moi, c'est des questions qui m'intéressent. Bon, vous avez raison de revenir à l'archétype et de revenir au discours et aux pensées qui ont cherché à catégoriser le peuple comme une entité par définition irrationnelle et sujette à ses émotions, à ses passions. Et effectivement, là, on a un archétype qui traverse l'histoire et qui a été fortement réactualisé, vous le savez, par la psychologie des foules au tournant des 19e et 20e siècles, et qui s'est inscrit assez profondément, je pense, dans les représentations de la multitude ou dans les représentations du peuple. Moi, je suis toujours tout à fait frappé par le fait que, par exemple, il y a deux ouvrages, l'ouvrage de Gustave Le Bon, La psychologie des foules de 1895, et Le viol des foules de Serge Tchakotine de 1940, qui sont deux grands classiques de cette pensée de la foule, à quel point on continue à les trouver, ils sont constamment réédités et on a une sorte de réactualisation de cette représentation dans, par exemple, les travaux sur la propagande ou la publicité de Bernays, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, qui retraduit le neveu de Freud, etc. Freud aussi a beaucoup contribué à ça, etc., sa psychologie des masses. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que la haine de la démocratie, pour reprendre l'expression de Rancière, s'appuie sur une vision disqualifiante du nombre, du peuple, de la foule, comme incapable de rationalité, et on spécule là-dessus.
Et tout le raisonnement repose sur un grand partage. La raison serait du côté des savants et des élites, et la passion, les émotions seraient du côté des gouvernés, et en particulier des catégories populaires. Hein. Et donc, par exemple, quand elles ne votent mal, comme au référendum sur le traité constitutionnel européen, on attribue ça au fait qu'elle a été victime de ses passions et de sa crédulité vis-à-vis des démagogues. Bon, voilà. Donc ça, on est d'accord sur cet archétype. Est-ce que ça veut dire, néanmoins, que la politique en démocratie doit essayer, d'un certain point de vue, de faire abstraction complètement des affects ou des émotions? C'est-à-dire que ce que l'on doit constater quand même, c'est que vous savez, émouvoir, ça vient de mouvoir, c'est-à-dire ce qui fait bouger les gens, ce qui les fait s'engager, ce qui les fait agir. Ce sont les affects, ce sont les émotions. Et la politique ne peut pas être dénuée complètement d'affect. Et j'en vois pour meilleure preuve le fait que dans les contextes où il y a effectivement des formes authentiques de démocratie qui se déploient, c'est souvent dans des contextes où interviennent des leaders, des acteurs qui sont capables de catalyser ces affects. Hein, et qui ne cherchent pas à les neutraliser, mais qui réussissent à introduire une forme de confiance dans les règles du jeu, qui permet aux citoyens de s'engager. Hein. Et on le voit aujourd'hui, les acteurs qui ont le vent en poupe, pour le meilleur ou pour le pire, sont ceux qui arrivent à travailler les affects, à susciter les affects. Et on sait, par exemple, que les auteurs qui sont à l'origine d'une définition de gauche du populisme, hein, comme Ernesto Laclau ou Lordon en France, insistent sur cette dimension affective du politique et du leadership, avec comment dire, en tirant des conséquences qui me paraissent un peu désastreuses, c'est-à-dire qu'en disant finalement tout se réglera dans la relation entre le leader et le peuple, hein, uni par ses affects. Pour moi, c'est une vision infiniment trop simplificatrice de la démocratie. Et une démocratie authentique, ça implique non seulement une contribution réelle des citoyens, pas simplement une adhésion, pas simplement un plébiscite, mais une participation active des citoyens, et ça exige aussi ça exige une multiplicité de contre-pouvoirs, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de démocratie, selon moi, sans pluralisme des légitimités reconnues dans le système. Donc voilà, donc on est entre ces deux éléments. On est entre le risque finalement de tout réduire aux affects et le risque de penser qu'on peut s'en débarrasser parce qu'ils reviendront. Et donc, l'une des thèses que je défends, c'est que dans les démarches participatives elles-mêmes, une place doit être faite aux affects, une reconnaissance doit être faite et un travail des affects doit être accompli pour que les citoyens s'engagent vraiment. Hein, on n'a pas affaire qu'à des citoyens de raison. Et en fait, la raison est par essence disqualifiante. La raison elle est disqualifiante. Ça, ce sont toutes les critiques, je ne sais pas si c'est une littérature dont vous êtes familier, mais tous les critiques d'Habermas, tous les critiques l'ont montré, c'est-à-dire que en fait, voilà, quand vous promouvez la raison comme seul principe dans des arènes de débat, vous excluez nécessairement tous Oui. ceux qui n'ont pas accès à ces formes légitimes de raisonnement. Mmh. Justement, sur cette question du raisonnement, donc vous travaillez beaucoup la question de la délibération, hein, cette démocratie Ouais, délibérative, c'est ma question. et c'est votre travail. Moi, je m'interrogeais sur la méthode pour délibérer. Ouais. La délibération en soi, de mon point de vue, ça veut rien dire. Hein. On peut être vite dans le domaine des passions. Et il me semble, et je ne trouve pas ça complètement dans les écrits, hein,
qu'il est peu travaillé la question de la méthode, c'est-à-dire comment délibérer valablement, en utilisant la méthode philosophique ou scientifique, sans tomber Ouais, dans ouais, le scientisme pour ouais, autant. ouais. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Là, je suis pas. Je ne lis pas de choses là dans ce domaine où une bonne délibération doit être encadrée par une méthode. Alors là, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes arrêté à une littérature savante, de type philosophique, effectivement, qui ne prend pas au sérieux la question de l'ingénierie, de la délibération, du processus et de ces conditions de réalisation. Mais moi qui suis à cheval entre le monde de la théorie et le monde de la pratique, de la délibération, il y a une réflexivité sur les conditions procédurales de la délibération qui est vraiment tout à fait incroyable. C'est-à-dire que maintenant, on a à la fois mis en place tout un ensemble de savoirs qui permettent justement d'envisager des formes de délibération extrêmement différentes, des formes de séquençage du processus de décision, des formes des techniques d'animation. Par exemple, il y a toute une littérature, par exemple, la menace, les menaces principales sur la qualité de la délibération, elles tiennent, par exemple, au surgissement de leaders d'opinion dans le processus délibératif qui captent à leur profit la discussion. Aujourd'hui, on a tout un ensemble de savoirs et d'astuces qui permettent une vraie distribution égalitaire de la parole. Et ça se joue au niveau des techniques d'animation. Bon. On a toute une littérature qui établit ce que doivent être les conditions d'information préalables à la délibération, c'est-à-dire effectivement quel type comment mettre en scène la controverse, comment mettre en scène la contradiction pour permettre une vraie délibération. Tout ça, on sait ce qu'il faut faire d'un certain point de vue. Il y a une consolidation des savoirs. Et j'irai même plus loin encore, et je suis formel là-dessus, on a presque tous les savoirs disponibles. Alors, la question est comment les utiliser, qui les utilise, qui les détient, etc. Mais tous les savoirs disponibles sur les effets produits par les règles de délibération sur la délibération elle-même. Donc voilà, je suis beaucoup moins pessimiste que vous. Et il y a une professionnalisation de ces milieux. Moi, je dirige à la Sorbonne un master d'ingénierie de la concertation qui forme des spécialistes de ces démarches. Et en fait, l'enjeu, c'est de les former non seulement à ces méthodes, mais aussi à l'éthique de la discussion qu'implique la responsabilité de les mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de former des professionnels qui soient en même temps des professionnels militants de l'idéal délibératif. Donc voilà, non, je suis moins, moins critique que vous. Entendu. Je voulais vous poser la question de l'urgence. Oui, Il me semble que là, on a une vraie difficulté. bien sûr, L'urgence, quand on amène l'argument de l'urgence, bien c'est sûr, une façon, et donc de l'efficacité face à bien l'urgence, sûr. c'est une façon de rendre le débat Absolument. De le paralyser, absolument de inutile, l'inhiber, etc., de l'inhiber. voilà, de l'inhiber. Et du coup, on est toujours en politique avec cet argument de l'urgence. On n'a pas le temps de faire de la D'accord. délibération parce qu'il faut aller vite, il faut être D'accord. efficace, à tel point par le système actuel. Et on se retrouve D'accord. donc du coup toujours avec une élite qui dit l'urgence, c'est nous, on ne peut pas Absolument. faire autrement. Absolument. Et des gens qui Absolument. finalement sont logiques en disant effectivement, si vous me présentez quelque chose comme urgent, je ne peux pas prendre le temps de Absolument. délibérer à mon voisin. Donc les gens Absolument. sont logiques de laisser tomber, hein. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut opposer à cet argument qu'on nous sert systématiquement? Tout Ouais. est urgent. Et on a un cas en ce moment, hein, c'est que Ah bah absolument. l'urgent est sanitaire, et donc Absolument. on doit débattre de rien, on doit faire. Absolument. Vous avez raison. Il y a une.
il y a une installation dans le débat politique, dans la gouvernance, de cet argument, en tout cas un recours aujourd'hui presque systématique à cet argument pour court-circuiter les processus démocratiques traditionnels. Alors, ça renvoie à l'état d'urgence. C'est utilisé à toutes les échelles et presque dans tous les contextes, parce que vous avez aussi cet argument qui est déployé dans des échelles, à l'échelle nationale, on l'a vu, hein, l'état d'urgence qui se pérennise dans une forme d'état de droit ou d'état d'urgence permanent. On l'a vu au moment de la crise du Covid, ça a été l'argument principal pour mettre en suspens toutes les procédures démocratiques habituelles et pour qu'il y ait une concentration inimaginable et jamais vue des pouvoirs au sein de l'exécutif, et le recours au vocabulaire militaire. Oui. En vocabulaire guerrier implique une forme d'extension du domaine de la guerre au domaine de la politique ordinaire. Hein, et ça, c'est effectivement, on le sait, une forme de ruse qui est employée par tous les pouvoirs pour revendiquer la totalité du pouvoir. Et vous avez raison, c'est une chose qui devrait nous préoccuper, qui, d'un certain point de vue, indique une forme de glissement hein, de nos régimes vers des formes des formes de pouvoir qui ne sont plus ni tout à fait démocratiques, ni complètement autoritaires. Hein. Il est évident que nous ne sommes pas en dictature. La dictature, c'était aussi un état d'urgence hein, qui devait cesser. Aujourd'hui, il ne cesse quasiment plus cet état d'urgence. Et on voit même comment va se profiler avec le dérèglement climatique un état d'urgence climatique quasiment permanent hein, et qui impliquerait finalement un abandon de toute velléité de mettre la discussion en partage. Bon. Donc, cet argument de l'urgence, il est fondamental. Est-ce qu'il est valide? Non, jusque et y compris dans les situations où il apparaît comme légitime. Je pense par exemple à la pandémie. Je pense à la pandémie. Certes, nous avons affronté une sorte de menace qui exigeait finalement des réponses extrêmement rapides au tout début du processus. Mais par exemple, je prends un exemple très précis. Comment ne pas imaginer que la question du vaccin allait se poser très rapidement et compte tenu de ce que l'on savait, et on le sait depuis très longtemps, de l'hostilité d'une partie de l'opinion au vaccin, pourquoi ne pas avoir très très tôt imaginé un débat ou une assemblée citoyenne, etc., sur la question du vaccin. Alors, ça a été fait, mais beaucoup trop tard, alors même que voilà, le processus était très largement engagé. Mais là, pour le coup, dans l'urgence, dans un état d'urgence, il y avait possibilité d'anticiper, ou en tout cas de déployer un débat démocratique sur une question qui était une question d'importance majeure. Donc, il est souvent utilisé de manière abusive, cet état d'urgence. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, alors là, c'est la deuxième réponse qu'on peut faire à ceux qui l'invoquent dans les situations ordinaires de la vie politique en disant la participation, ça prend du temps. La participation, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Or, voilà, la politique, elle exige qu'on prenne des décisions et qui renvoie aux citoyens le fait que les citoyens veulent aussi des décisions rapides et voire de l'action, hein, bon, et que le temps du débat est toujours un temps perdu. Je leur renvoie l'idée que lorsqu'une décision n'est pas acceptée, lorsqu'elle suscite des conflits, lorsqu'elle suscite des mobilisations, ça prend du temps aussi. Hein, et que c'est souvent faute de ne pas avoir pris le temps de la mettre en débat et de rechercher, sans forcément peut-être l'obtenir, mais le consentement. Et on sait par ailleurs qu'une décision, ça on le sait,
Hein, on le sait parce qu'on a, alors même si les expériences et les données qui sont travaillées par la recherche sont bon, pas toujours concordantes, mais on sait qu'une décision qui a été véritablement délibérée, débattue, a plus de chances d'être acceptée, y compris par ceux que cette décision ne Oui, satisfait pas in oui, fine. Plus de chances. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera forcément, oui, mais elle a plus de chances de l'être. Ça, on a des données pour le faire. Et donc, du coup, refusons complètement cet argument, ou sinon abandonnons la démocratie dans un monde où, à l'échelle nationale, les crises vont se oui, multiplier. oui, Hein, et elles ne cesseront plus, là, aujourd'hui, on le sait, avec les oui, pandémies, avec les oui, migrations, avec etc. Abandonnons définitivement la démocratie. oui, Hein, voilà, donc je tiens vraiment oui. à dire ça. Alors, c'est important ce que vous dites parce que moi, j'ai entendu des militants dire, mais finalement, s'opposer à une décision populaire, on ne peut plus. Si on fait un référendum et que le peuple vote, on peut plus s'opposer. Et donc, Ouais. finalement, c'est tant mieux si c'est une minorité qui est au pouvoir qui prend une décision, parce qu'au moins, on peut défendre avec notre minorité une contre-proposition. Ce qui me fait dire que finalement, des démocrates, je ne sais pas s'il y en a tant que ça en France. Hein. Voilà. Alors, le Mais vous deuxième avez argument, raison. Mais excusez-moi, hein, je vous coupe, mais allez-y, c'est allez-y. une des tentations des écolos. C'est une tentation d'une partie Oui, du des lobbying. écologistes qui est de dire, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, alors par exemple, cette question, elle s'est posée au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui, les 150 citoyens ont été amenés à débattre de l'opportunité d'organiser un référendum sur leur oui, contribution. et Ils ont oui. même voté. Et ils ont refusé le Et ils ont référendum. refusé. Et ils ont refusé le référendum et l'argument qui était là, c'était justement celui-là, c'est-à-dire c'est un Voilà. fusil à un coup hein, et on Voilà. risque de flinguer complètement, ce qui n'est Voilà. pas un mauvais argument. Hein. Moi, j'étais plutôt pour Oui. le référendum. Voilà. Voilà, c'était intéressant. C'était notamment sur la question de la vitesse sur l'autoroute. En disant, on propose moins, mais si on fait Notamment. voter, les Français vont dire non, donc on ne les fait pas voter. Et Absolument, c'était très absolument, intéressant que les gens qui s'inscrivaient dans une démarche qu'ils absolument. pensaient démocratique, Ouais. finalement, sur le fond, ne l'étaient Ouais. peut-être pas Ouais. autant qu'ils le pensaient. Hein. Ouais, moi, ça a été, bah, je dirais pas un traumatisme, hein, mais ça a été à la fois une surprise et effectivement un objet de questionnement que ce vote, parce que pour Et moi, oui, il était absolument évident que les propositions, l'ensemble d'ailleurs des propositions citoyennes qui ouais. légalement pouvaient l'être, soient soumises au référendum. Ouais. Voilà, c'était curieux. L'autre argument qu'on oppose beaucoup en politique sur la question de la place du peuple, hein, outre l'urgence, c'est la question du chaos et la peur du chaos. Voilà. L'urgence est plutôt du côté de l'imaginaire militaire, vous l'avez évoqué. Le chaos, c'est plutôt du côté de l'imaginaire religieux, moi ou le chaos. Et ça, c'est un argument obligé en campagne électorale. Et pour avoir été moi-même il y a très très D'accord. longtemps dans une première vie militant, Ouais. c'est un argument spontané. Ouais, 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 Voilà, j'entends bien. spontanément, on amène cette question moi ou le chaos. Ouais, Alors, ouais, je suis d'accord. qu'est-ce qu'on peut opposer Ah, ah. qu'est-ce qu'on peut Non, mais vous opposer à avez tout cette à fait peur de... raison. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'autorité, elle prospère et elle se nourrit de la peur. Hein. L'autorité, dans son sens le plus, comment dire, le plus martial, parce que bon, voilà, c'est vrai que le pouvoir autoritaire, disons le pouvoir autoritaire, parce qu'il y a une autorité démocratique, hein, Oui, mais le pouvoir autoritaire se nourrit de la peur et effectivement de la peur et c'est pour ça qu'il n'a jamais été aussi puissant aujourd'hui. Parce que les peurs les peurs de tous ordres sont omniprésentes et largement répandues. Alors,
alors je répondrai par une demi-boutade. Regardez la Suisse. La Suisse est peut-être le gouvernement au monde qui a le plus institutionnalisé le pouvoir du peuple et en même temps celui qui a le moins investi les figures d'autorité, et notamment avec leur exécutif collégial qui est exemplaire de mon point de vue, qui est absolument fascinant. Il semble avoir eu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le beurre de la participation et l'argent de l'ordre, de l'ordre et de... Parce qu'il n'y a pas de société finalement plus paisible que la société suisse, hein, en permettant au peuple effectivement d'intervenir. Donc on est dans une... là, on est dans le contre-exemple absolu. Oui. Alors, à chaque fois, après, on me renvoie à une culture. Mais il n'y a pas de plus mauvais argument que l'argument de la culture, s'il n'est pas explicité. Pourquoi les Suisses? Est-ce que ce n'est pas la démocratie aussi qui a généré finalement des attitudes culturelles et des représentations du politique, etc. Donc, je pense que cet argument n'est pas un argument valable, le chaos. Alors, il est évident, comment dire alors, regardez aussi un autre élément sur le chaos et le désordre. Moi, je voudrais comparer, puisqu'on parlait de la Convention citoyenne pour le climat, le climat des délibérations dans l'Assemblée parlementaire et dans les enceintes de la démocratie représentative et le climat des délibérations à la Convention citoyenne pour le climat. Oui. Avec une sorte de sérénité et d'un certain point de vue des échanges et de respect, etc., qui montrait que ce conflit, finalement, il est généré par les conditions même de la compétition politique, Oui. de la compétition électorale, qui interdit finalement, sauf à perdre la face, de s'entendre avec l'autre. Donc, c'est la démocratie participative qui peut construire l'accord. Parce qu'il est évident que la démocratie, c'est aussi le conflit. Évidemment. C'est aussi oui. l'institutionnalisation du conflit. Mais en fait, la démocratie représentative a une manière d'institutionnaliser le conflit qui rend ce conflit irréductible et contre-productif. Alors que moi, ma certitude, c'est que la démocratie délibérative ou la démocratie participative, lorsqu'elle convoque les citoyens hors... Alors, il y a des débats intéressants là-dessus, hors de tout cadre partisan. Je pense que vous serez d'accord, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ce que je vais vous dire. Hein. Hors de tout cadre partisan, elle est en mesure à la fois de reconnaître le conflit, parce que l'expression des désaccords et la mise en scène des désaccords, elle est un élément du processus, mais en même temps, elle se donne une chance. Elle se donne une chance, ce que la démocratie représentative ne permet pas de faire. Elle se donne une chance de le transformer en action collective. Voilà. Tout à fait. Bon, on a beaucoup parlé là. Hein. Alors, Ça va être une longue interview. oui, excusez-moi, on va finir une dernière question. Simplement, donc voilà, vous informer que nous, notre stratégie, c'est de réclamer l'institutionnalisation de commissions démocratie dans toutes les mairies, parce qu'il me paraît incroyable que dans une démocratie, on ne fasse pas en continu l'analyse critique de la façon dont on travaille. Ça me paraît une contradiction impossible à soutenir. Donc, je réclame avec des amis des commissions démocratie pour discuter de ça, pour créer un droit d'interpellation qui existe ailleurs, pour créer éventuellement une constituante. Voilà. Je voulais savoir ce que vous pensez de cette stratégie qui dirait on ne peut pas, dans une démocratie, ne pas passer son temps à critiquer ce qu'on vient de faire, à faire une analyse de comment on s'y est pris et comment on a atteint ou pas l'objectif, qui est le bien commun. Bon, je découvre Oui. votre proposition. Il faudrait regarder finalement ce que vous préconisez comme modalité d'organisation, de composition de ces commissions et quel rôle vous leur donnez. Donc, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer sur cette proposition, faute de la connaître mieux. Bon, elle se heurte, l'idée peut être séduisante, mais elle se heurte évidemment à un obstacle fondamental qui est que les élus, parce que ce sont des professionnels,
de la politique Oui, ont une préoccupation majeure qui est celle d'avoir le moins d'entraves possibles à leur oui. action. Et comme le disait une élue avec qui je discutais de ces choses il y a de nombreuses années, elle disait, moi, les boîtes à claques, bah, je les évite, hein, les boîtes à baffes, je les évite. Donc, il y a quelque chose qui est lié fondamentalement à la professionnalisation de l'activité politique, qui est la difficulté que peuvent avoir les élus à accepter la contradiction, la critique, l'interpellation. Et par exemple, il se joue là en ce moment. Là, c'est off, hein, parce que le principe de l'Assemblée citoyenne, en tout cas, il n'y a pas encore de publicisation. Mais je viens sur votre histoire, parce que voilà, sur votre proposition de commission, démocratie permanente, alors j'imagine que vous êtes inspiré de Saillant, non? J'imagine, de l'expérience de Pas Saillant, du spécialement, comité des mais sages, ça va dans le même sens. ouais, du comité des sages de Tristan Richid à Saillant. Moi, je crois que c'est très peu réaliste. Je vous le dis tel que je le pense. J'ai vu que toutes les instances qui revendiquaient une forme d'autonomie dans la critique ou dans l'évaluation des politiques de collectivités locales, toutes ces instances ont fini par être étouffées ou bâillonnées pour les raisons que je vous ai indiquées, qui sont liées à la professionnalisation de l'activité politique et à son caractère hautement concurrentiel. Par exemple, je pense je me souviens, la région Nord-Pas-de-Calais avait voulu mettre en place une commission régionale du débat public. Je vois les difficultés, par exemple, à Montréal, que rencontre l'Office de consultation publique de la ville de Montréal, qu'on essaye de faire taire. Je vois les difficultés de la Commission nationale du débat public au niveau national, qu'on cherche à supprimer toutes les semaines, etc. etc. Donc voilà, je D'accord, ne crois pas ça. d'accord. Voilà, pour moi, c'est compliqué. Oui, mais c'est-à-dire que là, vous êtes sur le coup d'après. Moi, quand je parle de commission de démocratie, je suis sur le coup d'avant. C'est-à-dire comment la population elle-même va réfléchir à comment faire pour retrouver de la souveraineté, pour définir des communs, c'est-à-dire de quoi on doit se mêler. Après, les solutions qu'elle va trouver, je ne les ai pas encore. En tout cas, moi, je ne les propose pas. Mon idée avec les commissions, c'est justement de dire je n'ai pas d'autre proposition, je n'ai pas d'autre solution que de dire on doit se réunir pour parler de la souveraineté populaire. Voilà, on va commencer par ça et les idées, elles vont. Et puis Mais donc, c'est extra-municipal. C'est extra-municipal. Ce n'est pas intégré dans le dispositif du pouvoir municipal. Qui en serait à l'initiative? Si c'est des citoyens qui se réunissent effectivement en ne se revendiquant que d'eux-mêmes, c'est formidable. Oui, ça c'est facile à faire. Non, non, la Mais question c'est de dire que ça soit une commission à l'initiative de la municipalité qui la porterait. Euh, avec l'idée évidemment, avec cette crainte, vous avez parlé de la professionnalisation des élus, de ne pas leur donner un travail supplémentaire, parce que ça, de toute façon, ils n'en peuvent plus, hein, les élus locaux, ils n'en peuvent plus. bien Donc, il ne sûr. s'agit pas de ça, il s'agit de leur donner du travail en moins. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, si on prend le temps de délibérer, finalement, au bout du compte, on va en gagner du temps. Hein. Voilà, c'est ça cette idée, c'est Bon, de dire à la voir. démocratie. Bon, à voir. Allez voir ce qu'Annecy essaye de faire avec son assemblée citoyenne. Oui, je n'ai pas Euh, vu ça, ouais, Annecy essaye je ne de sais monter pas. une assemblée citoyenne. Poitiers vient de délibérer ce week-end sur une D'accord. assemblée citoyenne avec les éléments de méthodologie et de réflexion de Tristan Réchid. Je ne sais pas si vous connaissez Tristan Ah, Réchid. C'est l'initiateur de Saillant et peut-être que vous auriez un intérêt évident à le rencontrer. C'est quelqu'un qui diffuse exactement à peu près les mêmes idées que la vôtre un peu partout en France, et RECHID, donc regardez, peut-être le rencontrer, et puis Démocratie ouverte, qui est un collectif dont je fais partie,
au niveau national avec un projet qui s'appelle Fréquence commune. Voilà, c'est un peu ces idées-là. Ouais, ouais, ouais. Bah, pourquoi pas, hein. C'est bien. On va étudier tout ça. Bon, il faut que je vous laisse, hein. Je J'avais prévu je vous juste une remercie heure. surtout, Florent.